Le monde dans lequel Charlemagne est né était brisé. L'Europe occidentale s'était effondrée dans le chaos après la chute de Rome, ses terres divisées entre des tribus en guerre, des royaumes en ruine et des chefs de guerre ambitieux. Pendant des siècles, aucun souverain n'avait été assez puissant pour unir le continent. Puis, du royaume franc, vint un homme qui allait changer le cours de l'histoire à jamais. Charlemagne n'était pas simplement un roi, il était une force de la nature, imposant par sa stature, sa réputation et son ambition. Il a passé des décennies en guerre, menant des campagnes sanglantes à travers l'Europe. Ses armées ont traversé des rivières, des montagnes et des forêts, conquérant les Lombards en Italie, écrasant les Saxons lors de guerres brutales qui ont duré plus de 30 ans, et étendant la domination franque plus loin que n'importe quelle puissance européenne depuis les Romains eux-mêmes. À la fin de son règne, son empire s'étendait sur une grande partie de l'Europe occidentale et centrale. Mais son héritage reposait sur bien plus que la conquête seule. Charlemagne comprenait que le pouvoir durable exigeait l'ordre, le savoir et la foi. Il a réformé les lois, renforcé l'administration et attiré des érudits de toute l'Europe à sa cour. Les monastères et les écoles ont prospéré sous son règne, préservant le savoir ancien durant une époque souvent considérée comme sombre et violente. Les historiens appelleraient plus tard cette renaissance la renaissance carolingienne, une renaissance de la culture et du savoir qui a jeté les bases de l'Europe médiévale. En l'an 800, à l'intérieur de la basilique Saint-Pierre à Rome, le pouvoir de Charlemagne atteignit son apogée. Alors qu'il était agenouillé en prière le jour de Noël, le pape Léon XIII posa une couronne sur sa tête et le déclara empereur des Romains. Pour la première fois depuis des siècles, le titre d'empereur revenait en Occident. Pour beaucoup, c'était comme si Rome elle-même était ressuscitée d'entre les morts. Mais l'histoire de Charlemagne n'est pas une simple histoire de gloire. Son empire a été forgé autant par la violence que par la vision. Des peuples entiers ont été soumis à la domination franque et d'innombrables vies ont été perdues dans des guerres menées au nom de l'expansion et du christianisme. Il était à la fois un bâtisseur et un conquérant, un souverain capable d'inspirer autant la loyauté que la crainte. Plus de 12 siècles plus tard, l'ombre de Charlemagne s'étend encore sur l'Europe. Les rois cherchaient à l'imiter, les empereurs revendiquaient son héritage et les nations faisaient remonter leurs origines à l'empire qu'il avait créé. Peu d'hommes ont laissé une empreinte aussi durable dans l'histoire. Voici son histoire. Charlemagne est né dans une famille déjà sur la voie de la grandeur. Bien avant qu'il ne porte une couronne, les fondations de son empire avaient été posées par des générations de souverains francs ambitieux qui ont transformé un royaume déclinant en la puissance dominante de l'Europe occidentale. Son grand-père Charles Martel fut le premier à assurer la place de la famille dans l'histoire. Connu sous le nom de Le Marteau, Martel est devenu célèbre après sa victoire à la bataille de Poitiers en 732 où il a stoppé l'avancée des forces omeyyades sur le territoire franc. Pour mettre cela en perspective, l'empire omeyyade était alors à son apogée territorial. Il s'étendait de la péninsule ibérique à l'ouest jusqu'aux frontières de l'Inde moderne et de l'Asie centrale à l'est, couvrant environ 7,5 à 10% de la superficie totale des terres de la planète. Pour les générations suivantes, la bataille est devenue légendaire, un moment où l'Europe elle-même semblait au bord d'une transformation. Le père de Charlemagne, Pépin le Bref, a hérité à la fois de l'ambition de son père et de son habileté politique. Contrairement à Charles Martel, Pépin a choisi de ne pas gouverner dans l'ombre. En l'an 751, avec le soutien du pape, il a déposé le dernier roi mérovingien et s'est couronné roi des Francs, établissant ainsi la dynastie carolingienne. Ce fut un tournant dans l'histoire européenne. Pépin a forgé une alliance étroite avec l'Église et a défendu la papauté contre ses ennemis en Italie, jetant les bases de la relation entre les rois francs et Rome qui allait plus tard définir le règne de Charlemagne. Dans ce monde de guerre, de politique et de montée en puissance, Charlemagne est né vers l'an 742. On sait très peu de choses avec certitude sur sa petite enfance. Il aurait grandi parmi des soldats, des nobles, des prêtres et des cours royales où le pouvoir n'était jamais garanti
et où la force déterminait la survie. Jeune homme, il a probablement accompagné son père lors d'expéditions militaires et a vu de ses propres yeux comment les royaumes étaient reconquis et maintenus. Il a appris l'importance de la loyauté, de la religion et de la guerre dans une société où l'on attendait des dirigeants qu'ils mènent leur homme en première ligne. Des écrivains contemporains l'ont ensuite décrit comme physiquement imposant, énergique et d'une grande curiosité, avec un profond intérêt pour le droit, le savoir et la religion, en plus de son talent naturel pour le commandement. Lorsque Pépin mourut en 768, le royaume franc fut divisé entre Charlemagne et son frère cadet Carloman, conformément à la tradition franque. Mais l'entente fut tendue dès le début. La rivalité couvait entre les deux frères et beaucoup craignaient que le royaume ne sombre dans la guerre civile. Le destin est intervenu avant que cela n'arrive. En l'an 771, Carloman mourut soudainement, laissant Charlemagne comme seul souverain des Francs. Il était à peine au début de son règne, et pourtant, en quelques décennies, il allait se transformer d'un roi régional en le souverain le plus puissant que l'Europe ait connu depuis la chute de Rome. Parmi toutes les guerres de Charlemagne, aucune ne définirait davantage son règne que la longue et brutale lutte contre les Saxons. Ce qui avait commencé comme un conflit frontalier devint une campagne de plusieurs décennies, faite de conquêtes, de rébellions, de massacres et de conversions forcées. Une guerre menée non seulement pour la terre et le pouvoir, mais aussi pour l'âme d'un peuple. Les Saxons n'étaient pas un royaume uni, mais un ensemble lâche de tribus germaniques farouchement indépendantes, vivant au-delà des frontières nord-est du royaume franc. Ils vénéraient les anciens dieux de leurs ancêtres, se rassemblaient dans des bosquets sacrés et résistaient à la domination extérieure avec une détermination sans faille. Pour les Francs chrétiens, la Saxe représentait à la fois une menace politique et une frontière païenne qu'il fallait soumettre. Les raids et la violence aux frontières entre les deux peuples avaient perduré pendant des générations, mais sous Charlemagne, le conflit prit une ampleur bien plus grande. En l'an 772, Charlemagne lança la première grande campagne en territoire saxon. Au début de l'invasion, il frappa au cœur même de la religion saxonne. L'armée de Charlemagne marcha jusqu'à l'Irminsul, un pilier sacré ou un sanctuaire en forme d'arbre que les Saxons croyaient relier le ciel et la terre. Pour eux, c'était un symbole de l'ordre cosmique et de la protection divine. Charlemagne ordonna sa destruction. La destruction de l'Irminsul était plus qu'un acte de guerre, c'était une déclaration. Charlemagne avait l'intention non seulement de vaincre les Saxons, mais aussi d'effacer les fondements de leur religion et de la remplacer par le christianisme. Les églises et les monastères suivirent les armées franques dans les territoires conquis, et le baptême devenait indissociable de la soumission à la domination franque. Les guerres qui suivirent allèrent devenir parmi les conflits religieux les plus violents du début du Moyen Âge. Au début, les victoires franques furent rapides, les places fortes saxonnes furent capturées, des otages pris et les chefs locaux forcés à la soumission. Pourtant, dès que Charlemagne partait ailleurs, la rébellion éclatait de nouveau. Encore et encore, les Saxons se soulevèrent contre l'autorité franque, incendiant des églises, tuant des missionnaires et reprenant les territoires perdus. Le conflit se transforma en un cycle implacable de conquêtes et de révoltes qui dura plus de 30 ans. Aucune figure n'incarna davantage la résistance saxonne que Widukind, le chef saxon le plus célèbre de l'époque. Charismatique, insaisissable et farouchement hostile aux Francs, Widukind devint un symbole de la résistance païenne contre l'empire de Charlemagne. Pendant que Charlemagne menait campagne en Italie et en Espagne, Widukind rassembla les Saxons pour une rébellion ouverte, attaquant les établissements francs et inspirant des soulèvements dans toute la région. La guerre atteignit un tournant terrifiant en l'an 782. Après une défaite franque à la bataille de Sünter, où les forces saxonnes détruisirent une partie de l'armée de Charlemagne, ce dernier, furieux, répondit avec une sévérité impitoyable. À Verden, des milliers de Saxons capturés, traditionnellement estimés à environ 4500, furent exécutés sur ses ordres lors d'un seul massacre.
Que les chroniqueurs médiévaux aient exagéré les chiffres ou non reste débattu, mais l'événement choqua même les générations suivantes et révéla la brutalité de la guerre. Après Verden, le conflit devint encore plus brutal. Charlemagne imposa des lois strictes à travers la Saxe, rendant les pratiques païennes passibles de mort, refuser le baptême, attaquer le clergé ou pratiquer des rites traditionnels pouvait désormais mener à l'exécution. Le christianisme n'était plus simplement encouragé, il était imposé par la force de l'épée. Pourtant, malgré des décennies de bains de sang, les Saxons résistaient toujours. La guerre en forêt, les embuscades et les soulèvements locaux épuisaient les ressources franques année après année. Charlemagne répondit par des déportations, des réinstallations forcées et une occupation militaire permanente. Des communautés saxonnes entières furent déracinées et remplacées, tandis que les nobles francs et les missionnaires renforçaient leur contrôle sur la région. Finalement, l'épuisement et la puissance écrasante des Francs mirent fin à la résistance organisée. En l'an 785, Widukind se rendit et accepta le baptême. Charlemagne lui-même aurait été son parrain. Bien que des rébellions aient continué pendant des années après, la défaite symbolique de Widukind marqua le début de la fin pour la Saxe païenne indépendante. En l'an 804, après plus de 3 décennies de guerre, les guerres saxonnes prirent enfin fin. La Saxe avait été absorbée dans l'Empire franc, son peuple officiellement christianisé et ses anciennes structures religieuses détruites. Des monastères, des évêchés et des églises s'étendirent sur la terre où se dressaient autrefois des bosquets sacrés et des sanctuaires païens. Les conséquences de la guerre furent énormes. Charlemagne avait étendu son empire profondément en Europe du Nord et assuré la domination franque à l'est du Rhin. Le christianisme s'est implanté de façon permanente dans des territoires qui lui avaient résisté pendant des siècles, changeant à jamais la carte religieuse de l'Europe. Mais cette victoire a eu un coût humain terrible. Des populations entières avaient été dévastées, des traditions ancestrales détruites et la conversion obtenue par une violence à grande échelle. Pour les chroniqueurs francs, Charlemagne est sorti du conflit comme un champion du christianisme et le défenseur de la chrétienté. Pour beaucoup de Saxons, il était considéré comme un conquérant qui avait noyé leur ancien monde dans le sang et le feu. Pour eux, il était connu sous le nom de Charles le Massacreur. Avant que Charlemagne ne devienne empereur, il était salué comme le protecteur de la chrétienté, mais il devait d'abord faire ses preuves en Italie. Au sud du royaume franc se trouvaient les Lombards, un peuple germanique puissant qui régnait sur une grande partie du nord de l'Italie depuis l'effondrement de l'Empire romain d'Occident. Leur royaume était riche, fortement fortifié et stratégiquement situé entre les Francs et la ville de Rome elle-même. Pendant des décennies, les Lombards avaient été à la fois des rivaux et des alliés précaires de la papauté. Mais à l'époque où Charlemagne arriva au pouvoir, les tensions entre eux et le pape avaient atteint un point de rupture. Au centre du conflit se trouvait le roi Didier, le dernier grand souverain des Lombards. Ambitieux et politiquement avisé, Desiderius cherchait à étendre l'influence lombarde à travers l'Italie et à renforcer son emprise sur les territoires revendiqués par l'Église. Pour le pape Adrien Ier, les Lombards représentaient une menace existentielle. Incapable de défendre Rome seul, le pape se tourna vers le nord, vers les Francs, tout comme les papes précédents s'étaient autrefois adressés au père de Charlemagne, Pépin le Bref. Le conflit était rendu encore plus complexe par les liens familiaux. Des années plus tôt, Charlemagne avait épousé la fille de Didier, probablement dans le but d'assurer la paix entre les deux royaumes. Mais le mariage n'a pas duré longtemps. Charlemagne l'a répudiée au bout de peu de temps, une insulte qui a profondément irrité la cour lombarde et empoisonné les relations entre les deux souverains. Au début des années 770, la guerre était devenue de plus en plus inévitable. En l'an 773, après avoir reçu de multiples appels du pape Adrien, Charlemagne rassembla ses armées et marcha vers l'Italie. Cette campagne allait tester ses compétences militaires et son ambition. Entre les Francs et la Lombardie se dressaient les imposantes Alpes,
une barrière naturelle qui avait défié les armées depuis l'époque d'Hannibal et de César. Pourtant, Charlemagne avança à travers les cols montagneux avec une rapidité remarquable, menant plusieurs forces à travers différents terrains pour déjouer les Lombards. Desidéris se retira dans la ville fortifiée de Pavie, la capitale du royaume lombard, tandis que son fils Adelchis s'enfuit vers l'est à la recherche du soutien de l'Empire byzantin. Plutôt que de risquer un assaut coûteux, il encercla Pavie et commença un long siège destiné à affamer la ville jusqu'à sa reddition. Pendant que le siège se poursuivait, Charlemagne se rendit lui-même à Rome. Là, il fut accueilli par le pape Adrien comme le défenseur de l'Église et le protecteur de la chrétienté. Cette rencontre revêtait un poids symbolique énorme. À bien des égards, cela marqua le renforcement d'une alliance entre la monarchie franque et la papauté qui allait façonner l'avenir de l'Europe médiévale. L'Église considérait de plus en plus Charlemagne non seulement comme un roi, mais comme un souverain choisi, capable de rétablir l'ordre en Occident chrétien. Le siège de Pavie s'est éternisé pendant des mois. La résistance lombarde s'est lentement effondrée sous la pression, et en l'an 774, la ville a finalement capitulé. Didier fut capturé et envoyé en exil monastique, disparaissant à jamais de la vie politique. Avec sa défaite, le royaume lombard qui avait régné sur l'Italie pendant plus de 2 siècles prit fin. Charlemagne fit quelque chose d'extraordinaire après sa victoire. Au lieu de simplement installer un dirigeant fantoche ou de se retirer après la campagne, Charlemagne prit la couronne de fer de Lombardie pour lui-même et se déclara roi des Lombards. C'était une décision rare pour l'époque. Les conquérants détruisaient généralement les royaumes rivaux ou les gouvernaient de manière indirecte, mais Charlemagne a absorbé la Lombardie dans son empire grandissant tout en préservant une partie de son administration et de son identité. À l'est se trouvait la Bavière, un duché suspendu entre allégeance et indépendance. Les ducs bavarois avaient longtemps maintenu un équilibre délicat avec la couronne franque. Ils n'étaient pas ennemis au sens propre. Ils étaient à la fois parents, rivaux et vassaux. Mais la vision expansionniste de Charlemagne laissait peu de place au pouvoir semi-autonome. Les tensions ont augmenté lorsque le duc Tassilontre a été accusé de déloyauté et de rupture d'allégeance. Que ce soit la culpabilité ou l'opportunité politique qui ait motivé l'accusation, le résultat fut décisif. La Bavière fut intégrée plus directement dans le royaume de Charlemagne. Tassilon fut démis de ses fonctions et confiné dans un monastère, un acte aussi symbolique que politique. L'incorporation de la Bavière fut plus qu'une simple expansion territoriale. Cela représentait l'emprise croissante du pouvoir centralisé. À la cour de Charlemagne, le pouvoir n'était jamais stable. Le pouvoir faisait l'objet de négociations constantes, devait être défendu et était souvent remodelé par la force. Même au sein de la famille royale, la loyauté n'était jamais acquise. Elle devait être gagnée, maintenue et prouvée face à des rivaux qui, parfois, partageaient le même sang. C'est dans ce monde à la légitimité instable que se déroule l'histoire de Pépin le Bossu. Pépin, traditionnellement décrit comme le fils aîné de Charlemagne, occupait une position compliquée et de plus en plus précaire au sein de la dynastie carolingienne. Certaines sources médiévales le disent physiquement difforme. Ce qui ressort clairement des sources, c'est que la position de Pépin à la cour a décliné au fil du temps, à mesure que Charlemagne consolidait son pouvoir et restructurait les plans de succession autour d'héritiers plus politiquement avantageux. Dans un système où la faveur royale déterminait le destin, Pépin est progressivement passé du statut de successeur potentiel à celui de personnage marginalisé au sein du palais. Le monde franc de l'héritage ne garantissait pas que l'aîné hériterait de la couronne de ses parents. Au lieu de cela, la royauté était liée à la nécessité politique, à la force militaire et au soutien de l'élite. Les fils des rois n'étaient pas assurés de la succession. Ils étaient des prétendants dans une lutte politique permanente. Alors que Charlemagne étendait son autorité à travers l'Europe, absorbant des territoires rivaux et centralisant le pouvoir, il renforçait également la structure de la succession. Ce changement a inévitablement créé des tensions parmi ceux qui se sont retrouvés écartés, et Pépin est devenu l'un des exemples les plus significatifs de cette tension interne. En l'an 792, cette tension a débouché sur un complot.
Un groupe de nobles francs s'est allié à Pépin dans ce qui est devenu connu sous le nom de sa révolte. Ce n'était pas un soulèvement populaire ni une révolte paysanne, mais plutôt un défi politique d'élite enraciné dans la politique de cour. C'étaient des hommes qui avaient autrefois bénéficié de leur proximité avec le pouvoir royal, mais qui se retrouvaient désormais écartés ou menacés par la centralisation de Charlemagne. Pour eux, soutenir Pépin n'était pas seulement un acte de loyauté envers un prince, c'était une manière de contester le nouvel ordre politique qui émergeait sous le règne de Charlemagne. La révolte, cependant, fut découverte avant qu'elle ne puisse réellement se transformer en une guerre civile ouverte. Les mécanismes exacts de son échec ne sont pas entièrement conservés dans les sources, mais le résultat est clair. Charlemagne agit de manière décisive et rapide. La conspiration fut démantelée, et ses partisans furent sévèrement punis. Dans le système politique carolingien, la rébellion n'était pas simplement une opposition, c'était une menace directe à l'unité du royaume, et elle était traitée en conséquence. La réaction de Charlemagne envers Pépin lui-même fut particulièrement significative. Plutôt que de l'exécuter, ce qui aurait risqué une instabilité dynastique supplémentaire, Pépin fut écarté de la sphère politique et confiné à la vie monastique. Le jour de Noël de l'an 800, le monde de Charlemagne changea d'une manière que même lui n'avait peut-être pas entièrement prévue. Dans la basilique Saint-Pierre de Rome, un nouveau titre lui fut conféré, un titre qui résonnerait à travers les siècles. Empereur. Ce moment, plus tard connu comme le couronnement de Charlemagne, n'était pas simplement une récompense pour ses conquêtes militaires ou son génie administratif. C'était l'aboutissement de décennies d'expansion de l'autorité à travers une Europe fracturée, où les rois francs avaient progressivement absorbé des royaumes rivaux, réprimé des rébellions, soumis des duchés et s'étaient imposés comme la puissance dominante en Occident. Mais l'acte qui transforma Charlemagne en ce que la tradition appellerait plus tard le premier empereur du Saint-Empire romain ne fut pas accompli par un roi ou un général. Il fut accompli par l'Église. Au centre de cette transformation se trouvait le pape Léon XIII, une figure dont la propre position à Rome était devenue politiquement instable et dépendante de la protection franque. Léon avait fait face à l'opposition et au scandale à Rome, et Charlemagne avait agi comme son protecteur, intervenant pour stabiliser la papauté. Au moment du couronnement, leur relation n'était pas simplement spirituelle, elle était profondément politique, fondée sur une nécessité mutuelle. Le pape avait besoin de protection, Charlemagne avait besoin de légitimité. Charlemagne entrait dans la basilique Saint-Pierre en s'attendant à la prière, à la cérémonie et à la célébration religieuse. Ce qu'il reçut, selon certains récits ultérieurs, fut quelque chose de plus délibéré et chargé politiquement. Alors qu'il s'agenouillait devant l'autel, le pape Léon XIII posa une couronne sur sa tête et le déclara « empereur des Romains ». L'acte était chargé de sens. Cela suggérait que l'autorité impériale en Occident avait été restaurée après des siècles de fragmentation suite à la chute de Rome. Mais le détail le plus débattu de l'événement est la réaction de Charlemagne. Certaines sources suggèrent qu'il a été surpris, voire mal à l'aise, comme si le couronnement avait été exécuté sans qu'il s'y attende pleinement. Que cela reflète la réalité historique ou une construction politique ultérieure, cela met en lumière une vérité importante. Il ne s'agissait pas seulement d'une élévation personnelle, mais d'une restructuration symbolique du pouvoir en Europe occidentale. Le titre d'empereur lui-même avait un poids énorme. Il reliait Charlemagne non seulement au roi franc qui l'avait précédé, mais aussi à l'héritage de l'Empire romain antique. En pratique, cela signalait l'émergence d'un nouvel ordre politique en Occident, qui combinait le symbolisme impérial romain avec la royauté germanique et l'autorité chrétienne. Cette fusion serait plus tard considérée comme la fondation de la tradition impériale carolingienne et, dans les siècles suivants, de l'idée du Saint-Empire romain germanique. Charlemagne avait passé des décennies à bâtir un royaume qui s'étendait sur la France, l'Allemagne, l'Italie moderne et au-delà. Il avait combattu les Saxons, les Lombards et d'innombrables puissances régionales. La couronne à Rome n'a pas créé son autorité. Elle reconnaissait une réalité qui avait déjà été forgée au cours de décennies d'expansion. Les guerres entre Charlemagne et les Danois
ne furent pas menées comme une seule campagne décisive, mais comme un long conflit frontalier aux contours mouvants. Le long de la frontière nord du monde franc, au-delà des rivières et des forêts, se trouvait la puissance scandinave des Danois, un peuple dont l'influence s'étendait à travers le monde de la Baltique et de la mer du Nord, au moment même où Charlemagne consolidait son empire sur terre. À cette frontière se dressait le royaume danois émergent, avec des figures telles que Gudfred, un souverain qui ne voyait pas l'empire franc comme une autorité chrétienne lointaine, mais comme une menace grandissante pesant directement sur les routes commerciales danoises et l'indépendance politique. Pour Charlemagne, la frontière nord faisait partie de sa mission plus vaste: apporter l'ordre, la conversion et le contrôle impérial aux confins de l'Europe. Pour les Danois, il s'agissait de résister à l'absorption par un empire chrétien en pleine expansion. Le conflit était étroitement lié aux campagnes brutales et prolongées de Charlemagne en Saxe. Alors que les armées franques progressaient vers le nord et l'est, soumettant la résistance saxonne à travers des décennies de guerre, de conversion forcée et de colonisation, les rois danois observaient attentivement. Les Saxons avaient autrefois servi de tampon entre le cœur du royaume franc et le monde scandinave. Lorsque ce tampon s'est effondré, le contact direct, et donc la tension directe, entre les Francs et les Danois a augmenté de façon spectaculaire. Gudfred n'a pas répondu par une invasion immédiate, mais par une pression stratégique. Les forces danoises ont mené des raids et démontré leur mobilité navale le long des côtes nord, testant les défenses franques et perturbant les routes commerciales. En réponse, Charlemagne a renforcé les régions frontalières et soutenu la construction de structures défensives et de garnisons aux points d'accès clés, notamment dans les zones reliant les réseaux commerciaux de la mer du Nord à l'intérieur du continent. La géographie du conflit comptait autant que les armées. Contrairement aux plaines ouvertes de Saxe ou de Lombardie, la frontière nord était fragmentée par des rivières, des marécages, des forêts denses et des routes côtières. La guerre ici ne reposait pas sur des batailles rangées décisives, mais sur le mouvement, le contrôle du commerce et des frappes rapides. Les Danois excellaient dans la mobilité maritime, tandis que la puissance franque reposait sur des routes terrestres fortifiées et la cavalerie lourde. Aucun camp ne pouvait totalement dominer l'autre dans cet environnement. Cela révèle que le monde franc était conçu pour la conquête terrestre et l'intégration territoriale, et non pour la domination navale le long de côtes fragmentées. Cela marqua le point où la vision de Charlemagne d'un empire chrétien unifié rencontra un autre type de puissance qui, dans les siècles suivant sa mort, reviendrait façonner l'Europe à l'époque viking. La réputation de Charlemagne ne reposait pas seulement sur le symbolisme, mais sur des résultats concrets. Il a soumis les Lombards en Italie, forcé les Bavarois à se soumettre, contenu les Saxons après des décennies de résistance, et étendu l'influence franque jusque dans les confins de l'Europe. L'empire qu'il a construit n'était pas destiné à disparaître avec lui. Ses descendants étaient censés perpétuer la structure qu'il avait créée. Ses héritiers légitimes comprenaient des figures telles que Louis le Pieux, qui hérita du titre impérial, ainsi que de l'énorme fardeau de maintenir l'unité à travers un royaume vaste et diversifié. Après la mort de Charlemagne, son vaste empire commença rapidement à s'affaiblir, car il était maintenu principalement par son autorité personnelle, sa puissance militaire et sa capacité à contrôler les nobles rivaux. Son fils Louis le Pieux hérita du trône, mais il eut du mal à gérer les vastes et divers territoires que son père avait unifiés. À la mort de Louis, ses fils se sont affrontés pour le pouvoir et l'empire a finalement été divisé par le traité de Verdun en 843 en royaumes distincts. Cette division a marqué l'effondrement effectif de l'empire unifié de Charlemagne, l'unité politique cédant la place à des gouvernements régionaux, posant ainsi les bases des futures nations européennes. L'avenir de son empire n'était donc pas une ligne de succession unique, mais une trajectoire ramifiée. Il s'est fragmenté en royaumes, a évolué vers une nouvelle identité politique et a inspiré de futures tentatives d'unité européenne. Et au centre de cette longue ombre historique demeurait Charlemagne lui-même, le grand roi guerrier à l'épée légendaire, dont l'empire fut autant un commencement qu'une fin. Je voudrais adresser un immense merci à tous mes membres.
Votre contribution aide vraiment à rendre toutes ces vidéos possibles. Un remerciement spécial à Stéphanie Hasson, Thérèse Lox et Jean Cid. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau portrait historique.